Nous sommes mardi soir, c'est l'heure des grandes gueules Moyen-Orient. Merci à vous de nous retrouver en ce 23 février. Voici les sujets sur lesquels nous débattrons ce soir. Donald Trump, candidat à la présidentielle 2024. Déjà ? Oui, déjà. L'annonce pourrait avoir lieu dès ce week-end. Alors est-ce un caprice de mauvais perdant ou bien un plan bien pensé pour savonner la planche de Biden les 3 prochaines années ? Ce sera le match des GGMO dans un instant. L'antisémitisme, un phénomène encore bien trop répandu en France. C'est ce que révèle une enquête choc publiée par l'Institut Ipsos. Israël sert d'alibi à bon nombre d'antisémites pour déverser leur haine. Alors les Juifs de France sont-ils en danger ? Débat à la une ce soir. Et puis l'islamo-gauchisme et sa place à l'université au cœur d'une polémique en France. Mais en fait, d'où vient cette expression ? Pourquoi fait-elle aujourd'hui tant débat ? Nous vous avons interrogé. On entendra vos réponses durant cette émission. Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Bonsoir Nami Aliwa. Bonsoir à nos grandes gueules ce soir à Tel Aviv. Ali Waked, directeur de la chaîne télévision Formule en arabe. Bonsoir mon cher Ali. Olivier Arfovitch, bonsoir, colonel de réserve de l'armée israélienne, spécialiste en gestion de communication de crise. Et je salue également à Paris André Berkoff. Bonsoir mon cher André, éditorialiste politique. Voilà, bonsoir. On va vous entendre dans un instant j'espère. Et on va commencer par parler d'un grand match qui s'annonce non pas pour maintenant, mais pour dans 3 ans. Et ce match pourrait bien voir à nouveau sur le ring Donald Trump. Vous vous demandez sûrement pourquoi on en parle dès ce soir. Eh bien parce que ce week-end, le président sortant pourrait annoncer son retour. Alors avant de vous faire réagir les uns les autres, on va retrouver Marie Gentric en direct avec nous depuis New York. Bonsoir Marie. Trump n'est plus à une surprise près. Que sait-on des annonces qui nous attendent ce week-end ? Alors, déjà, ce qui va se passer ce week-end, c'est que dimanche, Donald Trump va s'exprimer à la CPAC. La CPAC, c'est une conférence qui a lieu tous les ans, une conférence organisée par les conservateurs américains. Et selon le grand journal Axios, Donald Trump devrait donner l'impression qu'il va peut-être se présenter en 2024. Alors, pour l'instant, rien n'est sûr. En gros, ce que Donald Trump devrait dire, c'est qu'il est encore très présent dans le paysage médiatique et dans le paysage politique. Qu'il devrait dire, en gros, certes, je n'ai plus Twitter, certes, je ne suis plus à Washington, mais je suis encore bel et bien présent, je suis encore le chef du parti républicain, puisque même si on est seulement en 2021, eh bien la presse américaine commence déjà à beaucoup parler de qui pourrait se présenter en 2024. Il y a certains noms qui circulent, comme celui de Mike Pence, comme celui de Nikki Haley, et donc en gros l'idée ce serait que Donald Trump dise « Attendez, minute papillon, moi je suis toujours là et je pourrais décider de me présenter », mais on n'est absolument pas certain que dès dimanche il se présente à la présidentielle de 2024. D'ailleurs, plusieurs de ses conseillers pensent que ce n'est que du bluff, que Donald Trump entretient l'idée de potentiellement se représenter, mais qu'au dernier moment, il pourrait tout simplement se retirer. Marie, une annonce qui intervient aussi tôt, est-ce qu'elle peut parasiter le mandat de Joe Biden qui a commencé il y a 34 jours à peine ? Oui, elle pourrait parasiter le mandat de Joe Biden et elle est déjà d'ores et déjà en train de le parasiter, puisque on ne parle que de Donald Trump ici aux États-Unis, ou en tout cas on en parle beaucoup. Il y a à peu près 2 heures, il y avait la conférence de la porte-parole de la Maison-Blanche, Jennifer Psaki, et là encore il y a eu plusieurs questions sur Donald Trump, plusieurs questions sur le discours qu'il va prononcer dimanche, et on sent un certain agacement de la part des membres de l'administration de Joe Biden et de Joe Biden lui-même quand on lui parle de Donald Trump, puisqu'il a envie de tourner la page de cette administration. Donc imaginez si Donald Trump se présente bel et bien en 2024, on peut imaginer que ça parasiterait le mandat de Joe Biden, d'autant plus que Donald Trump reste très populaire au sein du Parti républicain. Il y a un sondage qui a été publié la semaine dernière par Politico et Morning Consult, et selon ce sondage, 50% des électeurs républicains pensent à l'heure actuelle voter pour Donald Trump s'il se représente en 2024. Merci beaucoup Marie Gentric en direct avec nous depuis New York. Alors, minute papillon, c'est le message envoyé par l'ex-président américain. Que va-t-il se passer en 2024 ? André Berkoff, je vais commencer avec vous. Se lancer aussitôt en campagne, est-ce que c'est un coup de bluff ou alors c'est un coup de génie ? C'est ni l'un ni l'autre, parce qu'il ne se lance pas, il s'imprime. En 2 mots, il ne faut pas oublier qu'avant 2024, il y a 2022. 2022, c'est le renouvellement d'une bonne partie de la Chambre des représentants et du Sénat.
Qu'est-ce que va faire Donald Trump? Ça, c'est évident qu'il ne va pas aller se coucher, c'est pas le genre, mais il va déjà savoir où prendre le parti républicain, et je pense qu'il va faire, je pense pas du tout qu'il va créer un troisième parti, parce qu'on avait parlé de ça, vous savez, un parti trumpiste, etc. Je pense qu'il va prendre le parti américain parce que, incontestablement, les 75 millions de personnes qui ont voté pour lui lors des dernières élections présidentielles, elles sont toujours là. Et elles sont plus que jamais là. Et évidemment, après, on ne va pas faire de prédictions sur l'avenir, tout va dépendre de la gestion de Joe Biden et de Kamala Harris, mais évident que Trump, il est présent et il est là. Et ce qui est très intéressant, c'est que de même que Donald Trump, en 2016, était l'usurpateur pour une grosse partie des démocrates, de l'establishment médiatico-financiero, etc., aujourd'hui, pour une partie des Américains des profondeurs, de cette Amérique qu'on parle des oubliés, entre guillemets, c'est Joe Biden qui est l'usurpateur. Même si on croit ou on ne croit pas qu'il y a eu trucage dans ces élections, incontestablement aujourd'hui, il y a une légitimité Trump, et c'est sur cette légitimité qu'il va bâtir son église. J'aimerais saluer... N'oubliez pas, 2022 avant 2024. On retient ces deux dates. J'aimerais saluer Abnous Salmani qui nous a rejoint également depuis Paris. Bonsoir ma chère Abnous. Vous venez d'entendre ce que nous dit André Berkoff. C'est vrai qu'il ne faut pas simplement voir 2024, mais tout un processus juste avant. Comment vous voyez ça, vous, dans le contexte actuel, c'est-à-dire d'un président qui a perdu il y a 34 jours? C'est quoi? C'est l'attitude d'un mauvais perdant ou alors d'un savant stratège? Mais oui. Savant stratège, j'aurais toujours du mal avec Trump, même s'il a eu des espèces de fulgurances au niveau de la diplomatie qui nous a tous surpris. C'est qu'effectivement, là, André a raison, c'est 2022, et dans quel état le Parti républicain va arriver à ces élections de mi-mandat? C'est que là, ils sont pris quand même entre, effectivement, une base trumpiste, qui est représentée au Congrès par Marjorie Taylor Greene, qui est issue de la mouvance QAnon, qui est une élue, une représentante de Géorgie, que les démocrates ont essayé de destituer de la commission pour l'éducation, et que le représentant républicain au Congrès a fait applaudir, et qui, dans le même temps, caresse aussi dans le sens du poil les représentants, j'allais dire, de l'aile conservatrice traditionnelle des Républicains, représentés par Liz Cheney, la fille du fameux Dick Cheney. Avant Trump, c'était l'homme le plus détesté d'Amérique et du monde, qui, elle, est la numéro 3 des Républicains au Congrès, et qui a été réélue, puisqu'évidemment, une partie des Républicains trumpistes voulaient se débarrasser d'elle, parce qu'elle répète en boucle, nous ne voulons pas d'un parti républicain qui soit le parti des suprémacistes blancs, le parti de QAnon, etc. Donc il y a une vraie crise dans le Grand Old Party, qui, le rappelle, est un immense parti politique, celui d'Eisenhower, d'Abraham Lincoln, de Reagan, qui nous avait habitués à une certaine forme de libéralisme économique, qui aujourd'hui, effectivement, ne ressemble plus du tout à ce parti-là. Donc oui, Trump peut revenir, mais est-ce qu'il peut revenir avec le même parti démocrate? J'en suis moins sûr. Le parti républicain, j'en suis moins sûr. Et dans quel état déchiré qu'est ce parti entre les tenants trumpistes et ceux qui veulent revenir à, j'allais dire, les républicains de papa? Comment ça va se passer? Voilà, c'est très mystérieux. Mais alors, Trump, de toute façon, est un joueur. Donc n'oublions pas que c'est un joueur. Il arrivera toujours à se démerder. Mais là, c'est la partie de poker. On est tous en train de regarder. Juste un mot, Benjamin. Au-delà de la partie de poker, je crois qu'il y a un renversement, vraiment. C'est à front renversé, cette histoire. C'est-à-dire le Parti démocrate, qui était le parti, entre guillemets, de gauche, hein, en Amérique, la gauche, ça veut rien dire par rapport à nous, est devenu le parti de l'élite. Le parti républicain en partie et le parti, justement, de l'Amérique des profondeurs. Et deuxièmement, et surtout, effectivement, il va y avoir... dans le Parti républicain, la lutte dont parlait Abnous, c'est clair, mais n'oublions pas qu'au Parti démocrate, entre les Biden et les gauchos, il va y avoir une sacrée lutte et qu'on va voir, voilà, qui a commencé et qu'on va voir. Donc, tout est ouvert. Ce qui est certain, ce qu'on peut dire, c'est que Trump, qui reste le heart of the deal et le gagnant, enfin dit-il, il va pas se retirer, il va être là et plus que jamais là. Alors, justement, vos réactions ici à Tel Aviv. Ali Waked Amnous parlait d'une chose intéressante, c'est justement ce qui se passe dans ce camp des Républicains aujourd'hui. Parce qu'on les a vus très discrets après l'histoire du Capitole.
Absolument. Et on a vu, il y a 7 membres du Sénat qui ont voté pour la destitution, pour l'impeachment de M. Trump. Et je suis très d'accord avec Abnous. Le grand jeu sera au sein du Parti républicain. Et on a vu le fait qu'il y a pas mal de républicains qui ont déserté du Parti républicain à la veille des élections. Ce désertement a tranché les élections en faveur de M. Biden. Maintenant, pourvu que M. Trump ne sera pas pénalisé pour ses affaires de taxes et pour les fraudes de ses proches, je pense que moi, si j'avais été M. Poutine ou M. Erdogan, j'aurais été satisfait avec cette annonce éventuelle de M. Trump, comme quoi il veut se présenter au prochain présidentiel. Dans le Moyen-Orient, c'est vrai que Olivier Rafovitch va penser de Jérusalem, de l'ambassade, du Golan, mais au niveau macro-stratégique, Trump a retiré les troupes américaines de la Syrie, de l'Irak, de la région, et ce vacuum a été rempli par M. Erdogan et par M. Poutine. En plus, cette division très profonde de la société américaine, sans précédent dans l'histoire, sans précédent jusqu'à la guerre civile américaine. Donc on dit c'est pas dû à Trump, ça correspond aussi à l'époque, ça a commencé avant lui. Il y a un chantier que M. Biden commence pour réparer, bricoler les dégâts qui ont été faits par M. Trump. Et donc, la chance de M. Trump dépend de la réussite ou la non-réussite de M. Biden. Olivier Rafovitch, c'est quand même une épine dans le pied de M. Biden qui s'installe pour les 4 prochaines années si Donald Trump va incessamment se mettre à parler. Je vais parler ce soir de manière non politiquement correcte, avec votre permission. Joe Biden est perçu par beaucoup d'Américains comme une poupée de cire. Une poupée de cire, quelque chose qui appartient au passé. Donald Trump, de manière un peu étrange, même paradoxale, est un révolutionnaire. Je suis un peu d'accord avec ce que dit Berkoff à Paris, mais ce n'est pas un républicain de droite qui est à la place, enfin, en face des démocrates. C'est un révolutionnaire. Il va changer radicalement. Il l'a déjà fait dans une première phase. La politique américaine, les standards, la manière de parler, de s'exprimer. En fait, il casse tous les standards, ce qui lui vaut depuis le départ, depuis ses premiers jours à la Maison-Blanche, une critique terrible de toute la presse américaine, la presse classique américaine, qui ne veut pas Donald Trump. Ce qui se passe actuellement, y compris la manière dont ses partisans ont attaqué le Capitole. C'est vrai, vous avez raison. Monsieur Wacked, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Olivier. Ce qui se passe actuellement, en fait, c'est une espèce de retour de manivelle. C'est-à-dire qu'en fait, Donald Trump fait ce qu'on lui a fait à lui au départ. Au départ, dès qu'il s'est assis sur ce siège de la salle ovale à la Maison-Blanche, on l'a pas laissé travailler. Chaque jour, il y avait une autre histoire. On n'a pas voulu que Donald Trump gouverne les USA. Maintenant, quelque part, il revient. Il considère qu'on l'a saboté, donc bien sûr, mais ce qui est intéressant, ils n'ont pas fouillé dans le certificat de naissance de M. Obama. c'est si que les musulmans ou chrétiens, les partisans de M. Trump. L'intelligence politique d'appeler avant les élections Joe Biden Sleepy Joe. C'est resté dans la tête des Américains. Lui, maintenant, c'est devenu un peu Action Joe, celui qui va agir et qui va faire contre Sleepy Joe. Et deuxièmement, les Américains aujourd'hui ont envie de, très vite comme ça, d'autre chose. Je ne pense pas que Biden, s'il reste avec ce style entre très, je dirais, très structuré, très docile, très calme, et les événements qui se passent, ça va donner la place à l'entrée en force de Trump et d'une nouvelle politique américaine qui va changer, à mon avis, chambouler radicalement la vie américaine, la politique américaine. Et juste un dernier mot. Je pense que Biden est un épiphénomène. Je pense qu'il est là parce qu'il fallait s'arrêter à un moment donné, mais je pense que le Trumpisme et ce qui va se passer avec Trump est une longue et qui ne Vous dites la même chose que ce que les opposants Trump disaient de lui. Moi, je suis que lui était un épiphénomène dans l'histoire des États-Unis. Je pense que oui. Moi, je suis très curieux de savoir que vont dire les archives du CIA dans 30 ou 40 ans sur la relation entre la Russie et M. Trump. Non pas seulement M. Poutine et M. Trump, ça c'est une chose. Et deux, voyez même les proches de M. Trump, Mike Pence, qui était, on a vu Trump inciter ses partisans contre M. Pence. Nikki Haley qui a pris une certaine distance vis-à-vis de M. Trump. Donc Trump ne va pas emporter le parti républicain sans résistance de certains très forts. Alors regardez les uns les autres justement, puisqu'on vous a posé la question aujourd'hui sur Twitter et Instagram. On s'est dit, encore du Trump? Ben oui, encore du Trump, c'est reparti. Peut-il être réélu en 2024?
À 70% sur Twitter et Instagram, vous nous répondez oui. André Berkoff, vous allez me dire que ça ne vous étonne pas, cette réponse. Mais non seulement ça ne m'étonne pas, mais je voudrais dire à Ali Waked qu'il n'a pas besoin d'attendre 30 ou 40 ans sur les archives de la CIA pour savoir ce qu'a fait la famille Biden. Parce qu'on peut parler de la famille de Trump, bien sûr, mais n'oubliez pas quand même, Ali Waked, que pendant 2 ans et demi et 400 millions de dollars, on a enquêté les CIA, tout ça, sur Trump. Et la collusion entre la Russie et Trump, la soi-disant collusion, a été annoncée le jour même de son élection. Il y a eu d'abord les premières choses sur des soi-disant orgies à Moscou, et il y a eu 2 ans et demi d'enquête qui ont conclu par un non-lieu. Et puis il y a eu cette chose extraordinaire, et c'est là où je dis, et là je rejoins Olivier Ravovitz, que les démocrates sont pas très bien. Vous imaginez qu'il y a eu une procédure de destitution de Trump après qu'il ait quitté la présidence. C'est pas magnifique ça ? Quand on arrive quand même dans un système où on veut pour le deuxième impeachment destituer un président alors qu'il n'est plus président depuis un mois, là ça arrive quand même à des grands moments de l'histoire humaine pour une Amérique que l'on considère comme la démocratie idéale. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Parce que ce qui s'est passé au Capitole, M. Berkoff, ce qui s'est passé au Capitole, c'est aussi un grand moment de la société américaine. Mais nous sommes d'accord. Ce qui est intéressant, vous parliez de... Et le très fameux discours, Attendez, juste un mot. Vous parliez d'archives de la CIA. Moi, ce qui m'intéresserait, puisqu'on parle d'archives, c'est les archives du KGB avec les relations avec Yasser Arafat. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ce sont les soviétiques à l'époque qui ont créé de toute pièce l'OLP et Yasser Arafat. C'est autre chose. Qui était un agent soviétique. C'était un agent soviétique. Tous les dirigeants palestiniens étaient des agents soviétiques. Ils étaient financés tous par l'Union soviétique. Attendez, ça, j'entends Ali Waked le dire clairement et c'est assumé clairement. Il y a des archives qui parlent sur les relations entre M. Abbas et entre le KGB. Ah bah maintenant, les archives, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un dirigeant palestinien qui était quasiment à 100% financé par l'Union soviétique sans qu'il y ait des intérêts communs, sans qu'il serve l'agenda et les intérêts de l'Union soviétique? Ce qui veut dire, c'est qu'en tout cas, Arafat, agent du KGB, c'est ce que je retiens ce soir. Alors justement, attendez Olivier, ce qui est intéressant quand même, c'est que la nouvelle administration américaine aujourd'hui, elle en parle justement du dossier israélo-palestinien. Et aujourd'hui même, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a échangé avec Gabi Ashkenazi, le chef de la diplomatie israélienne, et il rappelle, je le cite, que la solution à 2 États est le meilleur moyen d'assurer l'avenir de l'État hébreu. Il appelle à la création d'un État palestinien viable et démocratique. Olivier Ravovitz, on peut dire qu'on a entendu 100 fois cette expression fourre-tout. Quand vous les entendez de la part de la nouvelle administration américaine, vous dites quoi? Circuler, il n'y a rien à voir? Je dis que Blinken, Robert Malley et Matthew Dusk, qui maintenant a State Department, l'ancien bras droit de Bernie Sanders, ne parlent plus l'américain. Ils parlent l'européen. C'est-à-dire qu'ils sont en fait, ils ont été éduqués à Paris. C'est vrai que ce sont des phrases qui pourraient émaner de Bruxelles. Ils ont été éduqués à Paris. Et c'est pour ça que quand j'entends le retour de Trump, quelque part, je dis... Heureusement, parce que si aujourd'hui les Américains prennent la route de Bruxelles ou de Strasbourg ou de Paris pour parler d'Israël et des Palestiniens, on est nous dans le beau drap ici. Je crois que Blinken, au lieu de parler des Palestiniens, devrait aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, parler des vaccins, parler du Covid-19, parler des problématiques avec l'Iran et laisser pour l'instant un dossier qui est important. Oui, enfin, mais de côté, tout le monde en Israël pleurait parce que Biden n'appelait pas Bibi. Mais qui maintenant, n'est pas ils font des primordial. déclarations sur le sujet. Que Blinken revienne avec le dossier palestinien, maintenant, alors que nous sommes face à un Iran qui veut maintenant mettre l'uranium à 60% au lieu de 3,67%, c'est quand même une chose un petit peu incroyable à écouter. Sur le fond et sur la forme. Ali Waked, est-ce que c'est une déception palestinienne, ces déclarations américaines? Avant, sur la forme, voyez que les agents de l'administration, ils parlent, ils communiquent avec leurs homologues et pas avec M. Netanyahou. Donc c'est vrai, il y avait cette fameuse conversation entre M. Biden et M. Netanyahou, mais pour l'administration américaine, M. Netanyahou, c'est une réserve et c'est pas l'élément principal. Je pense qu'ils seront contents de voir le 25 ou le 26 mars prochain M. Netanyahou remplacé par Saar, voire Bennett, voire Lapid. Et sur le fond, les Américains ramènent à la table, encore une fois, la politique traditionnelle des États-Unis, les 2 États, la solution des 2 États. Mais ce que vous dites, c'est que si les Américains ne veulent plus Bibi, les Israéliens vont comprendre qu'il faut ici un homme fort
pour faire face à un Biden ou un Blinken qui veut nous mettre dans ce drap. Parce que Donc je pense que la politique américaine aujourd'hui, aujourd'hui contre Bibi entre guillemets, va pousser le public israélien à justement remettre Bibi en selle. Alors attendez, j'aimerais entendre la vie à Paris en attendant les élections israéliennes et le résultat. Amnou Soleimani, est-ce que vous pensez que cette nouvelle administration américaine a vraiment compris la situation ici? Parce que ces incantations, elles n'ont plus rien à voir avec la réalité du terrain en 2021. Ce qu'on aimerait entendre, c'est pas 2 États pour 2 peuples qu'on répète depuis un demi-siècle. C'est quel contour pour cet État, quelle place pour Jérusalem, quelle place pour les Israéliens, les Palestiniens, les Jordaniens, pourquoi pas? Les Américains ne disent rien de ce qu'ils pensent de tout ça, là. Mais non, mais c'est la grande difficulté. C'est que, oh là là, à chaque fois qu'on tombe sur un sujet comme ça, on se rend compte de l'immense difficulté de la chose. Premièrement, on ne pourra jamais dire d'Anthony Blinken, qui est un faucon humaniste, je le rappelle, donc il est interventionniste, comme peuvent l'être les conservateurs, et il a cet aspect humaniste qui lui vient certainement de son séjour parisien au moment où sa mère a épousé Damien Pizarre. On ne pourra jamais dire d'Anthony Blinken qu'il n'imagine pas une politique pro-israélienne. La question ne se pose même pas. C'est un grand diplomate, c'est un type qui voulait intervenir en Syrie alors que Obama ne voulait pas en entendre parler, et peut-être effectivement que les choses auraient changé. La grande question, c'est qu'évidemment la question de 2 États, elle a été noyée dans la signature des accords de paix entre Israël et les États arabes sunnites du Golfe sur le dos des Palestiniens, alors que c'était le préalable, les 2 États, à partir des années 2000, de ce que le roi d'Arabie Saoudite, le père de MBS et tout le monde avait décidé, d'abord les 2 États, et après on fait la paix, on négocie. Là, les pétromonarchies n'ont plus de pétrodollars justement, et ils ont besoin de la technologie israélienne pour pouvoir survivre et espérer exister. Je rappelle que le sultanat de Bahreïn n'a plus que de l'or noir pour 15 ans. Moi, ce qui m'inquiète, et on avait déjà fait ce débat avec quelqu'un comme Alain Finkielkraut, et c'est vrai que moi, l'idée d'un seul État et avec Palestiniens et Israéliens, je sais qu'Olivier ne sera pas d'accord, mais encore une fois, la question démographique, elle doit être prise en compte. Le fameux État binational. Ça assure la pérennité de l'État d'Israël. Oui. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Deuxièmement, on en a déjà parlé ici, d'ailleurs de plus en plus des Palestiniens et des élites palestiniennes. On va en dire encore beaucoup de choses. Non mais au-delà de 2 États, excusez-moi. Attendez, juste laissez finir Amnou. Aussi, c'est que la première fois, je finis. Juste aussi sur cette question des 2 États, c'est qu'on parle beaucoup depuis qu'on commence cette émission de l'image que renvoie Israël. C'est quand même quelque chose qui est très important. Israël, rien qu'aujourd'hui, quand on voit sur la vaccination, devrait être beaucoup plus érigé en modèle. On devrait encore une fois parler d'Israël comme un État comme un autre, le citer dans ses réussites, pouvoir le critiquer. C'est quand même extrêmement compliqué puisque l'image de l'État israélien est quand même liée aux Palestiniens, pour le meilleur ou pour le pire, mais ce dont aussi profitaient tous les États arabes pour bien faire rentrer ça dans les têtes. Je veux dire, à chaque fois, on reprochera à Israël le problème, la question palestinienne, et c'est épuisant. Enfin, pour ce qui concerne Benyamin Netanyahou, c'est pas tant l'administration d'aujourd'hui qui est son ennemi. Je rappelle que Netanyahou a été mis sur la touche, traité de menteur par l'administration Clinton. Ça date de cette période-là, et où les démocrates se refilent Netanyahou comme étant le plus gros menteur qui n'ait jamais rencontré. Donc tout ça est très alambiqué, mais je ne pense pas que Jérusalem ne va plus être la capitale d'Israël, ça c'est évident, mais je ne sais pas comment on va s'en sortir entre 2 États, un État binational, mais il faut régler ce problème d'image, parce que c'est vraiment un énorme caillou dans la chaussure d'Israël. Il s'est dit beaucoup de choses là. Il s'est dit beaucoup de choses. Il nous reste 30 secondes avant la pub. André Berkov, je vous les donne. En 30 secondes. Benjamin, oui, donnez-moi 30 secondes. C'est pas beaucoup, mais on va essayer. Au-delà des problèmes de l'image, il faut quand même rappeler cette réalité qui est quoi? Vous avez dit que ça fait 50 ans qu'on l'a dit, mais c'est pas parce que 50 ans qu'on l'a dit qu'elle n'est pas valable. Le fond du problème, il est dans 2 propositions indissociables. Il n'y aura pas d'État palestinien sans la reconnaissance pleine et entière d'Israël par tous les États arabes, et il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient sans l'existence d'un État palestinien à côté d'Israël. On pourra faire tout ce qu'on veut, ça prendra le temps que ça prendra, mais ce sont 2 propositions, et ce que Blinken dit, il répète ce qu'on a dit depuis très longtemps. Voilà, c'est pas nouveau. Vos réactions à Tel Aviv, juste après la pause, on va parler aussi de ce sondage sur l'antisémitisme en France et l'islamo-gauchisme à la fac. À tout de suite.
Les GGMO, la suite, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce soir sur i24 News. Avec Noémie, nous accueillons ce soir Ali Waked, directeur de la chaîne i24 News en arabe, Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne, spécialiste en gestion de communication de crise. À Paris, Abnou Chalmani, écrivain, éditorialiste international, ainsi qu'André Berkoff, éditorialiste politique. Merci à tous d'être avec nous. Juste avant la pause, avant d'enchaîner sur la suite, quand même, j'attendais vos réactions. Abnou et André nous parlaient non seulement de l'image d'Israël, mais aussi de cette question que sous-entend la phrase américaine, à savoir que Blinken dit on retient la solution à 2 États. C'est donc qu'on met de côté l'idée d'un État binational, sauf que pour vous, Ali Waked, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée pour la simple raison, Olivier. Dans le cadre d'un accord israélo-palestinien, s'il y a un État palestinien, la communauté juive de Hébron doit être évacuée. On peut évacuer physiquement un juif, un Israélien de la ville de Hébron. Mais est-ce qu'on peut évacuer Hébron de la conscience d'un juif ou d'un Israélien comme une ville natale des ancêtres juifs, des apôtres juifs, etc., etc., etc. C'est pour cela, il est temps que, d'ailleurs, quand on se balade en Cisjordanie, on voit qu'à cause des implantations israéliennes, à cause des communautés juives, il y a presque pas de continuité territoriale entre les communautés palestiniennes, entre les villes et villages mais quand vous dites palestiniens. État binational, ce sera avec quelle identité? Maintenant, ça, j'en sais rien pour le moment, mais moi, je dis la chose suivante. Pour pas mal des Juifs et des Israéliens, la ville de Nablus, qui figure dans la zone A, une zone totalement palestinienne, et la ville de Hébron doit figurer dans la zone A, une ville totalement palestinienne. Est-ce que les Juifs renonceront au tombe de Joseph à Nablus? Est-ce qu'ils renonceront le caveau des patriarches, absolument à Hébron? Donc c'est pour cela qu'il faut repenser cette solution de 2 États sans pour autant que les Juifs pensent que ce mythe de l'État national, de l'État du peuple juif, mais ce serait plus un État juif si c'est un État binational? C'est pour cela, moi je ne suis pas là c'est ça qui inquiète les Israéliens. Ça inquiète et ça doit inquiéter les Israéliens. Cette inquiétude ne doit pas venir, à la place d'une certaine créativité de penser d'autres solutions. Vous avez bu du whisky ou de la vodka avant de venir ici ce soir? Parce que c'est les choses les plus... Attendez, il a le droit de donner son avis et donner son analyse aussi. Non, mais c'est pas ni un avis ni une analyse. C'est la thèse antisioniste de base qui dit on va noyer les Juifs dans un grand État binational, il n'y aura plus d'État d'Israël. Ça, c'est hors de question. Maintenant, Monsieur Pérez a déjà pensé sur la Confédération et la Fédération. C'est Monsieur Shimon Pérez avec le roi jordanien, Olivier, d'ailleurs. Vous savez, parler gentiment et poliment et calmement, ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas des choses très graves. Ce qui a été dit maintenant par vous ce soir... Monsieur Pérez est un ennemi de l'État d'Israël quand il a pensé sur la Confédération et sur la Fédération. Ce qui a été dit ce soir, c'est la fin de l'État d'Israël, la fin de l'État juif. Hors de question. Garder la communauté juive de Hébron, c'est la fin de l'État d'Israël. Laissez-moi terminer. Garder une communauté juive à Nablus, c'est la fin de l'État d'Israël. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Olivier. Pour revenir à nos amis de Paris, il n'y aura pas 2 États, comme on l'entend de France, même si c'est bien pour l'image. Parce que l'image, c'est bien joli, mais nous, on a un petit pays qu'il faut bien conserver et garder. Gaza, c'est 2 millions de gens du Hamas, n'est-ce pas? La Judée-Samarie, c'est relié politiquement, culturellement et de manière familiale à la Jordanie. Tous ces États-là, autour d'Israël, sont des États qui ont été créés de manière artificielle par 2 empires, le britannique et le français, le vôtre, de manière historique. Maintenant, la majorité actuellement des pays arabes sont en totale dislocation. Ils disparaissent. Il n'y a plus d'Irak, il n'y a plus de Syrie, il n'y a plus de Libye, il y a des difficultés au niveau de l'Arabie Saoudite, il n'y a plus de Yémen. Vous voulez maintenant créer un nouvel État? Sur quelle base? Pourquoi? Sur quelle base? Il y a eu une fois dans l'histoire de l'humanité une république palestinienne, un État palestinien, un royaume palestinien. Vous avez en France des difficultés pour donner à la Corse l'indépendance, à la Bretagne l'indépendance, à la Nouvelle-Calédonie l'indépendance. Et de Paris, vous voulez donner aux Palestiniens leur indépendance sur le dos des Israéliens? No way. Pourquoi sur le dos des Israéliens? André Berkoff veut réagir. Olivier Rafovitch, est-ce que je peux répondre? Oui. D'abord, il ne s'agit pas de montrer ce qui n'est pas applicable et de comparer ce qui n'est pas comparable. Vous savez, l'Algérie aussi, ça n'existait pas, hein. Aujourd'hui, il y a une république algérienne. L'Algérie en tant que telle, il n'y avait pas de république algérienne. Mais la Corse existe. La Bretagne effectivement, il y a eu 2 parlements. Non mais pardon. Pourquoi la Corse n'est pas indépendante? Les transferts de population. Pourquoi la Corse n'est pas indépendante? Dites-moi. Quoi? Pourquoi la France refuse à la Corse d'être indépendante? Elle n'a pas envie d'être indépendante. Elle a voulu l'être. Mais non, mais surtout que la Corse n'a pas envie d'être indépendante. Pourquoi? Non, elle n'a pas
envie. Demandons en Gros Corse. exemple. Parce qu'à chaque Demandons sondage, qu'ils les pensent pas Corses ne parce veulent pas. que- Non mais pardon, parce que... Mais vous ne pouvez pas comparer deux choses. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait très bien, vous dites, il n'y avait pas de Palestine, il n'y avait pas de ceci... Il n'y a jamais eu de Palestine, On sait jamais. Dans le monde arabe, les États, actuellement, c'est très compliqué. Nous sommes d'accord, mais est-ce que ça veut dire... Alors écoutez, c'est très simple. Il y a un problème très simple. Israël n'aurait pas existé sans l'identité juive. On est d'accord là-dessus ou pas? Non, Israël existe Le rêve sioniste, pourquoi Israël existe. il y a eu Non, un rêve sioniste de la pas du part de- tout, mais pas du tout, André. Excusez-moi. Non. Mais bien sûr que non. Israël, L'identité d'Israël, elle vient le royaume juif, le royaume de Judée et d'Israël existe avant la Gaule, avant la France, avant l'Europe. Alors vous n'allez pas maintenant nous raconter à nous. Jérusalem. Juifs, C'est le royaume de qui a- Jérusalem tout à- et le royaume de Judée. Non, il y avait la capitale de Jérusalem comme capitale du royaume du Non, royaume de attendez, David. on va pas rentrer dans des... Mais on va si, pas remonter à 3000 ans non plus. mais justement, il faut y rentrer. Mais justement, c'est là qu'il faut y rentrer. Parce que à partir du moment où, à un certain moment, les Européens, de manière, je dirais presque, comment dire, académique, jugent le Moyen-Orient, jugent ce qui revient ou ne revient pas aux Juifs, oublient simplement 3000 ans d'histoire, André Berkoff. Alors moi, je peux vous dire que en l'an, Chacun va oublier son origine. Ce que veut dire Yarovic, ce que je retiens. Attendez, tout le monde parle en même temps. S'il vous plaît. Ce que je retiens de ce que dit Olivier, et je vous entends à Paris là-dessus, c'est au-delà de l'aspect historique, Ouais. c'est aussi que la France se permet de faire la leçon à Israël, si je suis le fond de votre pensée, alors qu'elle n'a même pas réglé, elle, des histoires d'autres minorités qui, à des moments ou à d'autres, ont réclamé leur Qu'est-ce indépendance. qu'ils pensent faire, Olivier Yarovic, avec 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie? Jamais, mais ni Abdous... je vais répondre. Alors attendez, André Berkoff et Ni Abdous. Abdous ni moi ne représentons la diplomatie française. Ah oui. Bon, Oui. moi je voudrais dire simplement une chose. D'abord, ni Abdous ni moi, je pense qu'elle ne me démentira pas là-dessus, ne représentons la diplomatie française et la France. On représente nous-mêmes. Ok ? D'abord, ça suffit de penser qui que ce soit, d'ailleurs vous aussi Olivier, et vous aussi Ali, que vous représentez tout le monde. Non, vous représentez vous-même et c'est déjà pas mal. Alors, parlez en Donc, votre nom. déjà, ne commençons pas à faire des querelles d'étiquettes. Voilà, exactement. Et en mon nom, je dis que, tout simplement, il faut quand même se mettre dans une perspective où on fixe tout, ok ? Et on reste comme ça pendant encore 150 ans ou 500 ans. Et on dit, voilà, on ne peut rien bouger, ça a été comme ça. Les uns diront Jérusalem, les autres diront, oui, le Palestine arabe, etc. Et ça a été quoi ? Ça a été, depuis la naissance d'Israël, c'est ça. Bon, on reste comme ça, on y arrive, on peut rester comme ça encore 5 siècles, pourquoi pas ? Rien ne changera. Simplement, effectivement, Israël s'est développé formidablement par rapport aux autres pour des tas de raisons. Bon, je dis simplement que si aujourd'hui, et je crois qu'il y a un peuple palestinien, il n'existait peut-être pas avant, il existe aujourd'hui. Et Alors il est là. je ne dis pas qu'il va prendre la place, je ne dis pas quelle dimension et où, mais ne me dites pas que dans tout ce Moyen-Orient, y compris la Jordanie, Dites-moi, y André compris la Berkoff, Jordanie, parce que la 30 Jordanie millions, aussi touche écoutez, la André Berkoff, artificielle. excusez-moi, je parle en mon nom. Totalement. Est-ce Il y a, qu'il n'y a pas de place juste un mot. pour tout le monde? Alors, je vais vous dire, Oui. il y a au Moyen-Orient un petit peuple de 35 millions d'âmes, c'est le peuple kurde. Le peuple kurde, vous connaissez le peuple kurde? Quelqu'un à Paris s'occupe du peuple kurde, Bah, bien il n'a sûr. pas d'État, le peuple kurde. Attendez, personne en a rien à faire du peuple kurde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de juifs en face des Kurdes. Tant qu'il n'y a pas de juifs en face des Kurdes, on ne s'occupe pas des Kurdes. Les Palestiniens, leur chance, c'est nous, les Israéliens, les Juifs. Les Juifs. Mais on ne va pas, nous, parce qu'on est Juifs, donner notre chemise, notre pantalon et notre maison au nom de quelque chose. Si demain, les Européens... Mais qui demande? Mais parce que, personne ne mais parce demande que, ça. vous demande ce de que donner vous- votre mais parce que, pantalon et votre mais chemise. pas vous. Mais vous voulez continuer Mais à quand- rester en guerre combien de Nous, on siècles veut rester, au fait non, mais nous, on veut rester C'est juste vivants. ça. On veut rester vivants. On préfère rester vivants avec un État en guerre oui, mais ça, on plutôt est que tous d'être en d'accord. paix sans État. Bon, alors attendez, parce que le débat est en train de dévier entre le procès de l'Europe face à Israël et pourquoi l'Europe et les Occidentaux Mais moi, je pensais... jugent ça. Ali. Non, mais Qu'est-ce que vous l'Europe a pensez été faire nulle avec 3 les Kurdes, millions on est de tous Palestiniens d'accord. en Cisjordanie, Olivier. 3 millions de Palestiniens qui veulent Il y a un l'autodétermination. État palestinien, c'est la Jordanie. On peut créer une confédération, on peut inventer des tas de choses. Tous ces pays-là ne sont pas des États-nations, Ali Waked. La majorité des Palestiniens en Israël, je voudrais parler à André Berkoff. La majorité des Palestiniens, dits Palestiniens, en Judée-Samarie, à Gaza et en Israël, vous savez d'où ils viennent? Ils viennent d'Égypte, ils viennent du Maroc, ils viennent du Yémen. La grande majorité d'entre eux Jordanie. sont arrivés en Jordanie. Beaucoup La de majorité Jordanie sont arrivés après que le canal de Suez ait été... Attendez, hier soir, ils se définissent comme Palestiniens. Ils sont arrivés hier soir à 20h du soir et ils se définissent en tant que Palestiniens. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Il n'y a jamais eu d'État. Ils de sont royaume, arrivés hier de soir grand-duché
à 20h. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? C'est arrivé quand nous, on est arrivés. Donc, parce qu'on est là, en réaction, il faut Olivier, 3 millions va refaire de toute personnes l'histoire, sont arrivées sinon l'émission hier va soir. durer Ils 4 se heures. définissent en Ali. tant que Palestiniens. Hier soir, ils sont arrivés. Et ils se définissent en tant que Palestiniens. Je Qu'est-ce que vous voudrais allez faire avec simplement eux? ajouter qu'il y a une... Voilà. Oui, André. Il y a une dynamique de l'histoire. Juste un mot. Il y a une dynamique de l'histoire. Arrêtez de penser que les choses sont figées pour l'éternité. Je vous rappelle que quand Herzl est allé voir Rothschild, oui, je dis ça, je fais un peu d'histoire moi aussi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rothschild à Herzl? Il lui a dit, vous nous emmerdez avec votre histoire sioniste, vous allez encore dire que les Juifs n'appartiennent pas ni à la France ni à l'Europe. Alors, ça change. Pourquoi ça change? Parce qu'il y a eu un type qui a dit, eh bien, il y a une identité, je vais la reprendre. Je ne vais pas remonter à 3000 ans, je remonte à Herzl. Et Herzl, quand il était à Rothschild au départ, Rothschild lui a dit, je ne veux pas entendre parler de vous, vous gênez les Juifs. Voilà. Donc, ça se fait. Tout se bâtit, il y a la dynamisme. Et je préfère, très sincèrement, en tant que très grand sympathisant de ces pays, de voir des gens en paix, et à ce moment-là, on peut aller à Hébron, on peut aller où on veut, etc., que cette guerre qui ne finira jamais. Et Tout juste en après... préservant, je suis d'accord avec vous, évidemment, l'identité d'Israël. Bon, et je rappelle que juste après, Rothschild a aidé à financer Tout à fait Rishon d'accord avec LeZion, André. l'un des premiers foyers ici en Israël. On a dit beaucoup de choses sur ce sujet-là. On va avancer pour parler d'une autre situation en France et un sondage très intéressant autour des Juifs de France. Un sondage choc que nous allons décortiquer à l'occasion des 15 ans de l'assassinat d'Ilan Halimi. L'Institut Ipsos vient de publier une enquête sur l'état de l'antisémitisme en France, la perception des Français sur ceux qui le manifestent, mais aussi, et ça va nous intéresser tant à Paris qu'à Tel Aviv, que le lien ou non avec l'antisionisme. Et les résultats ont de quoi interpeller, Noémie. Oui, des résultats contrastés et surprenants ou non. Alors, pour mesurer cette perception, les sondeurs ont posé différentes questions à un échantillon représentatif de la population française. Et retenons peut-être quelques chiffres de cette enquête. À la question « Avez-vous le sentiment que l'antisémitisme est répandu ou rare dans chacune des catégories suivantes de la population ?» On voit que l'antisémitisme est considéré comme plus répandu, beaucoup plus même chez les musulmans que chez les catholiques, avec 82% contre 28%. Autre chiffre de ce sondage, 53% des Français interrogés, c'est-à-dire la majorité, pensent que l'antisémitisme a globalement les mêmes ressorts que les autres formes de haine raciste. En bref, qu'il ne s'agit pas d'une haine spécifique. Et enfin, autre sujet sur la représentation de l'antisémitisme par les Français. Les résultats sont assez surprenants puisque 38% des Français interrogés ont répondu ne pas savoir ce que signifie ce terme. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Olivier Rafovitch, elle a vu ces chiffres. On a l'impression que les Français n'ont rien compris à toutes ces problématiques. Écoutez, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit à mon père il y a quelques jours. On en a marre en Israël. Je vous dis franchement, on en a marre et assez de parler d'antisémitisme en Europe, en France, partout. Parce que l'antisémitisme n'est pas nouveau. Il est inhérent à la présence juive, là elle se trouve. Et parfois même, il y en a d'antisémitisme sans juifs. Mais être surpris, décortiquer, analyser des résultats de qui est antisémite, qui est antisioniste, ça ne sert strictement à rien, Benjamin. Nous sommes, justement, c'est un peu la continuation de notre discussion juste avant. Israël n'est pas arrivé par hasard. Cet État est arrivé à un moment où on avait besoin de trouver une maison de nouveau au peuple juif dans une situation dramatique. Malheureusement, on est arrivé un peu trop tard après la Shoah. Mais le fait que ce qui se passe c'est quoi actuellement... votre message? Que la réponse à l'antisémitisme, le message, c'est qu'il n'y a pas de réponse à l'antisémitisme. Impossible, ni légalement, ni culturellement. La seule manière de sauver, de protéger les juifs dans le monde entier, c'est un État juif fort ici en Donc Israël. l'appel à l'allia. C'est pas seulement l'appel à l'allia, c'est le fait que nous Ou soyons en tout un cas État l'existence fort. de l'État d'Israël. Tout le reste, c'est de la fumée, c'est des brouillards, ça ne sert strictement à rien, malheureusement. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a toujours eu des juifs en diaspora et ça ne veut pas dire que c'est des SDF. Il y a toujours eu des communautés extrêmement implantées en France, dans l'Europe, partout. Saint-Valentin, Et elles ont le droit de vivre où elles habitent. Et bien, c'est 3000 morts à Strasbourg. Alors que c'est ça la Saint-Valentin au Moyen-Âge. Alors ne ça ne veut racontez pas dire que l'Israël est simplement le seul endroit où les juifs du monde entier doivent aller vivre. Mais non, c'est faux. Qui garantit C'est faux. la protection. Vous parlez exactement comme l'extrême droite qui dit que les juifs ne peuvent pas s'implanter. Commencez pas à mélanger avec l'extrême Non, mais droite, écoutez, s'il vous plaît. c'est exactement le même dialogue qui consiste à dire que le judaïsme ne peut pas exister en France, l'État il ne d'Israël peut pas et la exister guerre. ailleurs qu'en Israël. C'est faux. L'antisémitisme, c'est pas nouveau.
On fait maintenant des colloques, des symposiums, des sondages. Mais ça sert à quoi? Vous croyez que vous allez faire disparaître ça par des lettres patentes, par des lois, par la police? Il faut réfléchir à la bonne façon de s'attaquer à l'antisémitisme, mais vous ne pouvez pas dire que les Juifs ne peuvent pas vivre dans ces pays-là. L'antisémitisme existait au temps des Grecs, au temps des Romains, au temps de la France des croisades, au temps de la Renaissance. Et il existe aussi au temps d'Israël. C'est aussi une vérité aujourd'hui. Je suis d'accord avec Olivier pour une fois que l'antisémitisme existe depuis le début du peuple juif. Ça, c'est OK. Mais est-ce que Olivier Rapovitch, il propose, je suis d'accord avec Naomi, que les Juifs quittent la France, quittent la Grande-Bretagne, quittent les États-Unis parce qu'il y a de plus en plus des incidents antisémites? Est-ce que c'est la solution? Je dis que si... Oui, je dis la chose suivante. Et d'ailleurs, le président français a dit que la France sans les Juifs ne sera pas la même chose. Aujourd'hui, les Marocains, ils disent on a envie que les compatriotes juifs reviennent au Maroc après les accords d'Abraham. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de présence juive dans le monde. Je dis seulement que face à l'antisémitisme, à des vagues de violence antisémite, on ne peut pas se battre. On est des minorités. Oui, la seule. Noémie dit il faut se battre. Mais se battre contre qui? En France. Avec l'État, On a vu les résultats. Mais oui, Noémie a raison. On a vu les résultats. 6 millions de morts. 6 millions de morts entre 39 et 45. Ils sont battus, les Juifs. Et à Varsovie, et à Paris, et à Lyon, et à Marseille. Eh bien, ils continueront à se battre. Justement, ils se sont battus parce qu'ils on veut plus mourir. J'aimerais vous entendre, vous, à Paris, avec 2 données supplémentaires que j'aimerais donner dans cette étude qui, on voit, fait chauffer les esprits. D'abord, 82% des Français considèrent que l'antisémitisme est répandu chez les musulmans contre 28% chez les catholiques. Donc c'est une comparaison d'une religion par rapport à une autre. Et puis côté politique, 72% des Français considèrent que l'antisémitisme est répandu d'abord chez les électeurs du Rassemblement national, contre 38% qui considèrent qu'il est plutôt répandu chez les électeurs de la France insoumise. Ça dit quoi, Abdou Salmani ? Ça dit ignorance, ignorance, ignorance. C'est l'ignorance qui finira tous par nous enterrer. C'est ça la seule réalité. Je trouve ça dramatique de lire ces chiffres-là, mais je suis d'accord avec Noémie. Je veux dire, toute l'histoire, mais même pas seulement de l'Europe, mais puisque nous sommes en Europe, restons à l'Europe. Mais je veux dire, il y a le juif culturel est fondamental dans toute notre mémoire collective. Perdre le juif culturel, ça serait perdre l'histoire, perdre notre passé, c'est fondamental. Je trouve ça hallucinant. Il y a toujours eu des foyers juifs partout dans le monde, d'autant plus en Europe. C'est pas nous qui avons voulu partir. C'est pas nous. Et bien sûr qu'il faut rectifier ces chiffres. Mais c'est pas nous qui avons voulu partir. C'est eux qui nous ont chassés, brûlés, mis sur des bûchers. Des points. Donnez-moi un juif. J'ai jamais dit. Attendez, laissez Abnous terminer. Olivier, attendez. Laissez Abnous. Donnez-moi juste un exemple d'un juif, un seul juif, en France, qui a tué un non-juif pour anti-quelque chose. Zéro. Les Juifs n'ont jamais été ni anti-français. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on débat ensemble. C'est exactement ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais ce que je vous dis pas, c'est que l'antisémitisme... Non, l'antisémitisme est inhérent. C'est exactement comme ça. Mon dernier mot la semaine dernière, c'était ça. On ne peut pas l'enlever. Il est là. Olivier, on vous a entendu. Sur tellement de choses et que vous réussissez... Je réussis parce que ce que vous dites... C'est quand même hallucinant. Non, attendez, laissez Abnous terminer. Abnous, au fond, ce que disait Noémie, c'est qu'il y a un combat à faire ensemble. Comment est-ce que vous pouvez imaginer... En 39-45, ils étaient français, ils sont finis à Non, on ne va pas revenir à 39-45. Mais quoi, en Israël, il n'y a pas de juifs qui se font 76 000. Je suis exactement convaincue du terrorisme en Israël. Olivier, laissez-la terminer. Non, on va faire sonner la cloche. Abnous. Pourquoi vous en prenez à moi? C'est quand même complètement c'est pas à vous que j'en parle. Je dis que quand M. Zemmour... C'est complètement délirant. Laissez Abnous terminer. Je sais, mais... Non, mais... Bah oui, mais écoutez, j'ai quand même une réalité. Comment se battre? Vous voyez, il suffit aussi de regarder l'histoire. Il faut quand même se rappeler que cette gauche aussi, au début du XXe siècle, quand elle se retrouve en Algérie, voit des manifestations antisémites, se dit mais quelle force il y a là-dedans. Cette idée que le progrès, le capital, en gros le juif argentier, ça a toujours été un antisémitisme de gauche. Chez les catholiques, c'était davantage, j'allais dire, un ressentiment religieux. C'est normal qu'il soit plus, c'est déjà trop 28% d'ailleurs. Et là, dans l'étude de ce soir, on voit que c'est surtout chez les musulmans. Je vous rappelle que les nazis étaient d'extrême droite quand même. Mais évidemment, c'est une réalité, c'est une réalité. Mohamed Merah nous est passé dessus à tous, et c'est assez tragique pour que dès à ce moment-là, on aurait dû réagir. Donc cette tradition continue, c'est une évidence. Mais comment le combattre? Mais sans cesse et sans relâche. Quand j'entends que dans des écoles, on ne peut plus enseigner la Shoah, c'est ça qu'il faut combattre. Quand j'entends que une sociologue financée par le CNRS dit que non, sale juif, c'est pas antisémite, c'est juste une insulte pour dire je déteste quelqu'un. Non, mais c'est
quand même une aberration. Quelqu'un qui est payé par l'État français. Tout ça, ça se combat au quotidien, intellectuellement. Ça se combat avec l'histoire. Et il faut arrêter de dire les Juifs de France, c'est des Français d'obédience juive. Mais ils sont français. Non, ils sont pas. Non, attendez, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'obédience juive. Olivier, les communautés il n'y a pas d'obédience Pourquoi vous prenez à partir Abnous? Et ça a du sens ce qu'elle dit. Il n'y a pas d'obédience juive. Il y a un peuple juif. L'obédience juive, c'est une invention, je dirais, universitaire, qui vient de quoi? C'est quoi l'obédience juive? Dites-moi, c'est quoi? Il y a quand même, ils sont français en France. C'est quoi l'obédience juive? C'est quoi l'obédience juive? Vous n'allez pas André la Berkoff, nationalité française. J'aimerais qu'on ressente, parce que ce soir, on commente ensemble comme des chiffres intéressants, des chiffres qui nous montrent que ça part de tous les côtés, à la fois du côté du Rassemblement national selon l'idée des Français, et de l'autre côté à l'extrême gauche avec l'islamo-gauchisme dont on n'aura pas le temps de parler ce soir. André Berkoff, c'est ça qui est intéressant dans cette étude. Alors Benjamin, mais attendez, dès qu'on fait des sondages sur l'antisémitisme et autres, c'est l'auberge espagnole du fantasme. Hein, chacun y sort, chacun y va de son petit couplet. Bien sûr qu'il y a un antisémitisme chez les musulmans, bien sûr qu'il... Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est quoi? Il est que, d'abord, je voudrais répondre à Olivier Rafovitch, très sincèrement, je ne crois pas du tout que le destin des Juifs soit d'aller en Israël, qu'il y ait Israël, soit pour le peuple juif et pour les Juifs, une assurance et quelque chose de très fort, c'est évident. Personne ne le niera jamais. André Berkoff, en tout cas, sachez que s'il y a un problème en France, on vous attend ici tranquillement. Vous serez chez vous ici à la maison. Olivier, 2 miracles ont eu lieu. C'est au Liban aussi, quoi. Attendez, terminez André. Pardon, le problème simplement, c'est qu'il faut d'abord, il faut se battre. Parce que je vais vous dire, toujours pareil, quand l'antisémitisme commence quelque part, il vient après ailleurs. On sait très bien que l'antisémitisme, c'est le miroir qui réfléchit des drames qui arriveront après. Il faut relire Simon Epstein sur la guerre 39-45 et comment toute une extrême gauche est devenue pacifiste et devenue antisémite. Une extrême gauche, les Lalikra et compagnie de l'époque. Et il faut aujourd'hui dire qu'évidemment, sous le couvert d'antisionisme, il y a aussi un antisémitisme, mais il y a aussi beaucoup d'autres racismes. Le problème, très sincèrement, il est fondamentalement, oui, il y a cet État et c'est pour ça que je dis qu'une solution nationale et identitaire est valable. Vous me parlez des Kurdes, Olivier Rafovitch. Évidemment qu'il faudrait un État pour les Kurdes. Évidemment que les Kurdes ont droit absolument à un État. Le problème, c'est qu'ils ont... Mais parce que personne n'est derrière eux. Non, parce qu'il n'y a pas de juifs en face d'eux. Parce qu'il n'y a pas de juifs en face d'eux. Il y a la chance d'avoir des puissances. Il n'y a pas de juifs. Ali Waken. Benjamin. C'est complexe. Le miracle du XXe siècle, c'était la création de l'État d'Israël. Le deuxième miracle, c'est la place de la communauté juive dans la société américaine. Cette communauté juive aux États-Unis qui a subi pas mal des attaques antisémites, mais elle est restée aux États-Unis. Et selon Olivier Rafovitch, elle devait évacuer et quitter les États-Unis. Et on voit le poids de cette communauté juive et l'influence de cette communauté juive dans le sauvegarde de l'État d'Israël et de la sécurité de l'État d'Israël. Selon Olivier Rafovitch, la prochaine attaque antisémite aux États-Unis, c'est à la communauté juive de faire l'alliance. Mais est-ce que c'est pas là l'erreur? Est-ce que c'est pas là l'erreur de mêler en permanence justement les questions d'antisémitisme avec Israël? Regardez cette étude qui nous dit que 38% des Français ne savent même pas ce qu'est l'antisionisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois on mêle les deux questions. Ceux qui détestent Israël et qui disent, écoutez, voilà, qui savent qu'ils ne peuvent pas dire qu'aujourd'hui je suis antisémite, donc qui veut dire je suis antisioniste. Ceux qui au fond ne savent même pas ce que ça veut dire. Et nous on fait peut-être la même erreur tous ensemble ce soir. On a affaire à un problème mondial. C'est pas un problème français, l'antisémitisme. Le problème des juifs en France, c'est pas un problème franco-juif. Le problème de l'antisémitisme, il est mondial. C'est bien pour ça. Attendez, laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Un mot. Différencier l'antisionisme de Ce que je voudrais juste vous dire, c'est que les juifs, très vite, on a 2 minutes, se sont battus, ont combattu. Presque les seuls d'ailleurs dans certains endroits devant les antisémites, les antidémocrates. Mais ils sont morts pour la plupart, parce qu'ils étaient tout seuls. Et le combat des juifs aujourd'hui en France, je m'excuse de vous le dire, pour une petite mamie qui habite dans un quartier du 93 qui est toute seule, et qui veut être juive, elle ne peut pas être juive, elle a peur. Alors elle va partir en Israël. Et comme elle, des milliers d'autres petits juifs et d'autres petites familles comme ça, qui sont dans une situation dramatique. André Berkoff. Alors ne me parlez pas de combat et de se battre. Avec quoi ils vont se battre ?
avec leur livre de prière, André Berkoff. avec leur kippa. Attendez, Bah oui, donc voilà, donc vous êtes en train de dire qu'on ne sert à rien, nous. Super. Attendez. En Super. fait, je voudrais revenir juste à une chose sur antisionisme et antisémitisme. Qu'est-ce que c'est que l'antisionisme? Très simple. Il faut arrêter. On peut critiquer ce qu'on veut. L'antisionisme, c'est très simple. C'est celui qui nie l'existence d'Israël, qui dit que l'existence d'Israël ne doit pas exister. Et il y en a encore, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, sous couvert, etc., on dit oui, mais Israël, État, et beaucoup de gens encore le disent. Ça, c'est quoi? Ça, c'est on nie l'existence d'un État. Et ce que dit ce sondage, c'est que les Français n'ont pas compris ce que c'est. D'autres raisons qu'on Mais bien sûr qu'ils n'ont pas compris ce que Ignorance. c'est. Parce que tout se mélange. Ils ont une espèce de sentiment d'un mélange d'un gloubi-boulga qui ne comprennent absolument rien. Ça, et le s'en vit une problème, crise c'est de que culture. Et la tragédie, c'est que les gens comme Olivier Arapovitch, ils veulent que les choses se mélangent comme ça. Ça n'a rien à changer. Bon, écoutez, on ne sait pas si la situation va changer, mais en tout cas, ces chiffres nous ont tous fait réagir ce soir. Un petit mot d'Amir avant de conclure? Un petit mot, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le plateau sur cette question. Je pense au contraire que la question de l'antisémitisme doit être convaincue dans une perspective beaucoup plus globale. Je rappelle par exemple que le père Hamel a été assassiné au nom de l'islamisme, comme de nombreux juifs sont assassinés au nom de l'islamisme. C'est-à-dire qu'il faut défendre les valeurs de la France. Et Le sionisme n'est pas l'option. Donc c'est la France à défendre avant tout, c'est ça le message de fin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Olivier Arapovitch, merci Ali Waked, Amnou Salmani, André Berkoff, merci à vous. En direct avec nous depuis Paris, je rappelle que vous pouvez continuer à voter sur notre page Twitter et sur Instagram à notre question du jour. Donald Trump, qui là, ce week-end, va sans doute annoncer sa candidature déjà pour 2024. Alors on vous a posé la question, est-ce qu'il pourrait être candidat? Je ne sais pas si on aura le temps de voir les résultats, mais en tout cas une très grande majorité. Vous nous répondez ce soir oui, à plus de 70%. Demain soir, rendez-vous à 20h. Bonne soirée à tous.